Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Donc merci pour votre écoute. Donc Capucine de Lacvivier, sales côté Namirial, dont on vous parlera dans 30 secondes. Et je suis accompagnée de Cédric Coaco, qui se présentera aussi également. L'idée de ce petit moment-là, c'est de vous présenter comment on peut permettre à des entreprises du service régulé, notamment par cette lutte anti-blanchiment d'argent, de pouvoir rendre une expérience fluide tout en étant conforme aux réglementations qui sont imposées, notamment sur l'article R561-5-2, que vous pouvez peut-être connaître. Donc très rapidement, Namirial, c'est un groupe italien qui a fait l'acquisition de Neteos, société française. Donc on est spécialisé dans la partie KYC, Know Customer, donc au travers de la vérification d'identité, 100% IA ou même certifié PEVIT. Je ne sais pas si vous êtes un peu au fait de cette certification française. Et on accompagne nos clients aussi sur la partie Know Your Business pour la personne morale et la signature électronique avec ses différents niveaux requis, notamment dans l'entrée en relation à distance. Voilà pour Namirial. Merci Capucine. Donc Cédric Coaco, moi je suis intervenant expert en transformation digitale auprès de pas mal d'entreprises financières du secteur privé, du secteur public. On a contribué à lancer plusieurs néobanques et banques traditionnelles et on intervient sur les volets parcours clients et sur les volets conformité réglementaire et voilà, sur la cybersécurité, notamment auprès de l'URSSAF, Caisse nationale par exemple. L'idée là de ces 10 prochaines minutes, c'est de vous présenter un peu comment on a accompagné des banques françaises, notamment sur l'entrée en relation à distance. L'idée, c'est évidemment de permettre, au travers de ce KYC qui est une nécessité pour les banques, de ne pas être une friction pour vos clients et s'assurer que ce soit le plus fluide possible. On a eu cette certification PEVIT, qui est une certification française, qui nous permet de réaliser cette vérification d'identité de niveau substantiel, donc équivalent au face-à-face, et qui permet donc de respecter la loi d'entrée en relation et d'éviter d'ajouter des contraintes réglementaires comme le virement bancaire, par exemple, qui peuvent être un peu pénibles en termes d'expérience utilisateur. La France a aussi ses spécificités en termes de réglementation qui sont parfois un peu plus poussées que les réglementations européennes. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de permettre au travers soit du PEVID avec une vérification d'identité et l'intervention humaine pour compléter l'intelligence artificielle qui est parfois qui nécessite un regard humain en supplément, et cette signature électronique qualifiée que vous avez peut-être déjà rencontrée, qui permet aussi de répondre aux exigences réglementaires européennes et donc françaises et de permettre cet onboarding à distance. Vous êtes au fait du monde de la fraude aussi dans les domaines régulés, donc c'est notamment aussi pour ça qu'on va discuter avec Cédric. Qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme type de fraudeur aujourd'hui en France ? Alors, la fraude d'identité est en forte hausse depuis plusieurs années. Depuis le Covid, il y a eu 30% à peu près d'augmentation de fraude d'identité. Aujourd'hui, il y a plus de vols d'identité par an que de vols de voitures, par exemple, de cambriolage. C'est une fraude qui est en forte hausse et qui cause des gros dégâts aux personnes qui ont une identité volée, notamment par la souscription de crédit, par exemple, par le fraudeur, et la personne qui va payer, c'est la personne réelle et non pas l'escroc. Voilà, donc ça c'est le cas de fraude type. On a plusieurs types de fraude. Il y a les hackers, bien sûr, dont on pense, mais les types de fraude auxquels on peut vraiment essayer de travailler, c'est le fraudeur d'identité. Il y en a quelques-uns types. Bon, il y a le petit fraudeur qui vient à la sauvette. C'est pas celui-là qui nous inquiète. En général, il va être détecté parce qu'il va faire des papiers avec du scotch et on va le voir. En revanche, il y a des réseaux de fraude. Alors, c'est quoi un réseau de fraude ? C'est parfois un peu obscur. On se dit il y a des réseaux de fraude, tout ça, voilà. On parle du Bénin sur des faux papiers. Ok. En fait, il y a, ce monde-là est très distribué. Il y a des organisations criminelles, réellement, mais il y a aussi des petits qui contribuent individuellement à une partie de l'escroquerie, sans connaître la totalité de l'escroquerie. Et donc, c'est à ces réseaux-là
dont il faut se méfier, qui sont les plus durs à détecter. Parce qu'une personne peut arriver, ou 3-4 personnes peuvent arriver, et vont pouvoir, sur certains forums, acheter une base client, des canons à SMS pour faire du phishing, le message de phishing, ils vont pouvoir l'acheter. Il y a des serveurs qui sont carrément des escroqueries as a service, en fait, avec des zips, avec des faux sites, et qui contiennent des banques, carrément. On peut avoir le processus pour escroquer une banque, qui est contenu dans ce petit package, c'est ce qui est vendu, quelques centaines d'euros, sur des forums, et ça, souvent ils appellent ça des scammers. C'est le clé en main de l'escroquerie technique, et voilà, et on achète comme ça les services de X ou Y personnes qui vont vendre temporairement, et qui vont derrière permettre à 3-4 fraudeurs de déclencher quelque chose d'un peu massif. Et c'est comme ça qu'on a des gros problèmes aujourd'hui en termes de réseau, et c'est comme ça aussi qu'ils communiquent sur ces réseaux. En général, il y a une fraude qui commence, on a un fraudeur, 2 fraudeurs qui passent, et parce qu'il a réussi, il va alimenter ces réseaux ou ces serveurs, et les autres vont être au courant et progressivement acheter le même service, et donc on va avoir la contagion du risque qui va permettre aux fraudeurs de venir massivement, et c'est comme ça que plus il y a de fraude, plus il y a de fraude, c'est exponentiel, quoi. C'est quelque chose qui génère sa propre demande. Merci. Mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le rôle justement de cette vérification d'identité lors de l'entrée en relation à distance pour contrer cette fraude qui est de plus en plus perfectionniste, ouais, et compliquée à déceler? Moi j'aime beaucoup l'innovation qu'a apporté la DSP2, qui est un peu différente, mais qui propose donc 3 canaux différents, ce que je suis, ce que je possède et ce que je connais, et la nécessité de démontrer par 2 canaux distincts mon identité. Pour l'authentification. Pour l'identité, j'aime bien appliquer un peu le même procédé, c'est-à-dire essayer de confirmer l'identité par 2 schémas différents. Et donc la vidéo, elle présente notamment PVID, elle permet pas mal de choses, puisqu'on voit physiquement la personne. Il y a à la fois un algorithme et un humain, c'est ce qu'impose la France, qui vont détecter à la fois la correspondance avec la pièce d'identité, donc on capte la pièce d'identité, la correspondance des visages et la réalité de la personne. Donc ces différents mécanismes de contrôle sont tout en un, mais restent multiples. Le schéma que propose l'ANSSI est particulièrement exigeant. Il l'a été beaucoup. Certaines startups ont eu du mal à y survivre. Ça a pris pas mal d'années pour arriver à ce à quoi c'est aujourd'hui. La réalité des avancées en intelligence artificielle donne plutôt raison à l'ANSSI aujourd'hui, puisqu'on a eu en février dernier, par exemple, des escroqueries avec des visages simulés par une intelligence artificielle, ou une voix simulée par intelligence artificielle également. Donc on commence à avoir de la fraude au président avec de l'intelligence artificielle, et c'est le début, malheureusement, je crois, qui va... Voilà, donc il y a 26 millions d'euros, je crois, qui ont été virés à Hong Kong, hein, parce que la personne a cru qu'elle était en téléconférence avec son chef. En fait, non. C'était un escroc. Voilà. Donc ça marque les esprits un petit peu. Donc il faut, je pense, confirmer par un autre canal, SMS, voilà, que l'ordre qui a été reçu est bien conforme. Et c'est pas une étape de perdu, c'est vraiment un frein à la fraude. Et le PVID, en cela, est plutôt pas mal, puisque c'est un tout en un. C'est très exigeant. Je pense qu'en termes d'expérience client, c'est complexe, notamment parce que la vidéo, elle est très lourde, donc si la personne le fait dans le métro avec son smartphone, ça va probablement planter, et c'est dommage. C'est pour ça que j'aime encore beaucoup la signature qualifiée, c'est un peu plus léger, et le deuxième canal du SMS vient également sécuriser l'ensemble. Donc pour l'instant, PVID, je reste... c'est une très belle innovation, je reste un petit peu... je temporise un peu, et je continue malgré tout la signature. C'est plutôt voilà, mon conseil, mais on peut faire les deux. Merci. Effectivement, vous avez peut-être déjà vu passer vu les limites que peut avoir l'IA, dans le sens où on va rencontrer aujourd'hui tout ce qui est deepfake, changement de voix, etc. Donc on doit pousser évidemment la sécurité d'une entrée en relation à distance sans en rendre plus compliqué
une entrée client. Donc c'est pour ça effectivement que vous allez pouvoir trouver sur le marché ce qu'on appelle le PVID, le prestataire de vérification d'identité à distance, qui permet de délivrer cette équivalence au face-à-face et d'intégrer systématiquement une vérification humaine lors d'une vérification dans un premier temps par l'IA, qui permet donc du coup d'avoir ce niveau de sécurité le plus efficace possible. L'idée pour des prestataires comme nous, c'est de respecter plus de 250 mesures d'exigence dans différentes catégories pour obtenir cette certification. Et effectivement, pour compléter, la partie signature électronique. La signature électronique, vous la rencontrez dans différents niveaux, que ce soit signature de contrat, mais aussi justement entrée en relation à distance, puisqu'on va avoir dans la signature électronique qualifiée une vérification d'identité qui a un niveau un petit peu moins poussé du coup que le PVID, et donc qui permet toujours de permettre cette fluidité dans l'entrée en relation, parce que évidemment l'idée c'est de pouvoir garder un maximum de prospects entrants sans avoir ce type de frein à l'entrée. Voilà, merci beaucoup. De rien. Je veux rappeler le principe de la CNIL, qui est important. Et en France et en Europe, on est très attachés, et j'y suis personnellement très attaché. Il y a plusieurs solutions de signature, de scan facial qui existent. La certification PVID, elle donne au moins cette exigence que ça a été vérifié par l'ANSSI. Il y a des solutions qui se vendent sur le marché qui ne respectent pas les conditions de la CNIL. Il faut y faire attention. Hein, voilà. Il y a des solutions qui centralisent les gabarits biométriques. Il faut absolument éviter cela. En tout cas, personnellement, j'y suis très attaché. La CNIL également. Et je crois vraiment que c'est important que nos données d'identité ne soient pas centralisées, jamais. Il faut espérer que ça reste comme cela. Il y a beaucoup de pays qui ne partent pas dans cette direction-là. L'Inde, l'Asie, même aux États-Unis, il y a des centralisations. Voilà, je pense que même si on est dans un gouvernement européen plutôt positif et bienveillant, il faut quand même se prémunir de ce risque de centralisation de nos gabarits. Voilà. Et PVID, ça sert au moins à ça. Merci Cédric.